J'ai laissé le titre volontairement. J'avais envie de dire comment j'aurais aimé baisser mes déchets au bloc opératoire, parce que malheureusement, quand on commence, on a plein d'idées, on a plein d'envies, et on voit qu'il y a des obstacles, et c'est pas facile. C'est une thématique qui dépasse le bloc opératoire, vous venez de le dire, et c'est vrai. C'était cette semaine, la semaine européenne de la réduction des déchets, donc j'espère que vous avez un peu réfléchi déjà chez vous, à la maison, à ce que vous pouviez faire. Il faut le faire à la maison, et après on va voir ce qu'on peut faire à l'hôpital. La France est engagée depuis un petit moment quand même à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a des objectifs assez précis, on est en retard, c'est en train de diminuer et on a fait quand même des progrès. Si vous regardez les 5% qui sont là sur le schéma, ça correspond aux émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être éliminées, enfin réduites, si on traitait mieux les déchets en général. Ce n'est pas que à l'hôpital, c'est en général. Donc c'est non négligeable. Si on faisait un peu mieux, on pourrait déjà baisser, tout secteur confondu. 5%, ça correspond aux émissions du trafic aérien en France, des émissions de gaz à effet de serre de tout le trafic aérien. Donc c'est vraiment pas négligeable. L'hôpital, donc là vous avez sur ce schéma les gros pollueurs. Ça c'est les gros pollueurs mondiaux, c'est pas que dans le domaine de la santé, d'accord? Donc nous on est sur le schéma dans les pays européens en orange, on est mélangé avec les autres pays européens parce qu'on est trop petits. Vous avez les États-Unis, la Chine qui sont les plus gros pollueurs. Ils sont plus nombreux, mais quand on regarde par habitant, ils sont encore plus pollueurs que nous. En France, les émissions qui sont liées au secteur de la santé, c'est environ 4 à 5% du total des émissions. Donc là encore, c'est pas négligeable. Là, quand vous regardez ça, c'est intéressant, c'est la santé, d'accord? Donc, il y a deux choses à retenir sur ce schéma. Ne lisez pas en détail, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est vous retenez les deux chiffres. Les 40%, donc en fait la plus grosse partie, c'est ce qu'on pourrait diminuer si on gérait mieux. Donc ça correspond à l'énergie pour alimenter les bâtiments, faire fonctionner l'hôpital. C'est l'électricité, le gaz, le chauffage, la clim, etc. Donc ça, c'est 40%. Donc si on voulait baisser de façon drastique l'émission des gaz à effet de serre liées à la santé, il faudrait déjà qu'on ait plutôt des bâtiments mieux conçus, mieux chauffés, etc. Les déchets, c'est le petit 3% qui est en gris en haut du schéma. Donc finalement, la part des déchets dans toute la pollution liée au domaine de la santé, c'est 3%. Il faut trouver que ce n'est pas beaucoup, c'est déjà non négligeable, mais les déchets, c'est que 3%. Donc là, on va parler de ça, on ne va pas reprendre évidemment tout le reste. Mais ça vous dit ça qu'il faut, si on s'intéresse au développement durable, intégrer les déchets dans une démarche beaucoup plus large. Et ça nous dépasse un petit peu. Si vous n'êtes pas convaincu avec ces chiffres qu'il faille le faire, on a quand même des instances supérieures, on va les appeler comme ça, qui ont décidé que c'était important. Donc maintenant, depuis 2010, il y a des items sur le développement durable dans la certification. Donc les établissements sont évalués sur, on va dire, 8 grands items, et dans un des items, il y a la gestion des déchets. Chaque établissement doit donner son bilan carbone chaque année, normalement, depuis cette période, donc depuis 2012. Et vous avez les déchets, donc vous voyez bien que c'est à peu près ce qu'on vous a dit, c'est pas des grosses quantités par rapport au reste des dépenses, mais c'est non négligeable. Pour vous aider, nos sociétés savantes, donc c'est l'ASFAR et le C2DS et le Comité développement durable en santé, ont écrit ont fait ce travail. C'est environ 80 pages, en français c'est très facile à lire. Je pense qu'il faut que vous lisiez si vous vous intéressez au sujet. On vous détaille tout, il y a plein de chiffres, beaucoup de chiffres et plein de petites idées, des petites initiatives qui ont été prises dans différents endroits. Je pense que ça débrouille un peu le terrain et c'est très très bien fait. Donc on revient sur les déchets. Les déchets, c'est sur les déchets de l'hôpital, donc c'est 3,5% de la totalité des déchets. Donc c'est des chiffres pharaoniques, c'est des centaines de milliers de tonnes, c'est assez, ça fait peur. Et nous, au bloc, nous sommes les gros pollueurs de l'hôpital, en termes de déchets. Je ne parle que de déchets, je ne parle pas d'électricité, etc. La thématique, c'est déchets, on ne peut pas tout faire, sinon c'est trop compliqué. Donc le bloc, dans un hôpital, ça va jusqu'à 30% de la totalité des déchets de l'hôpital. Donc ce n'est pas un service lambda, le bloc, c'est un gros endroit où on pollue. Quand il va falloir se pencher sur le sujet, on va après voir des trucs très pratiques, des détails. Il va falloir réfléchir sur 3 axes, parce que sinon on ne peut pas vraiment agir. Les 3 fameux R. Donc, le premier R, c'est recycler.
Ça, vous en avez déjà entendu parler, vous le faites peut-être chez vous, je vous incite à le faire. Il y a pas mal de choses qu'on peut recycler à l'hôpital, on va voir ce qu'on peut faire. Mais le recyclage, ça ne va pas être miraculeux. D'accord, on va recycler, c'est très bien, on va faire tout ce qu'on peut. Malheureusement, ça ne va pas régler le problème, le recyclage. Ça ne règle pas le problème des déchets. L'autre grosse partie du travail, c'est réduire. Donc réduire, ça veut dire consommer moins, consommer différemment. On va en reparler, faire attention aux emballages, aux suremballages. Et ça, c'est un travail qu'on ne peut pas faire nous dans notre petit coin. Enfin, on peut en faire une partie, mais ça va être le travail des gens qui achètent dans les hôpitaux, des centrales d'achat, des industriels qui doivent nous trouver des produits qui sont moins polluants. D'accord ? Et donc ça, c'est quelque chose qui devrait être fait par nos institutions pour obliger ces industriels à travailler différemment. Et la dernière chose, c'est repenser. Ça veut dire, quand vous avez décidé de rentrer dans cette thématique, si vous vous dites on va essayer de réduire, il va falloir que dans votre petit monde, dans votre petit bloc, vous essayez de repenser comment on s'organise, où est-ce qu'on met les poubelles, qui fait quoi. Et il va falloir réfléchir à réorganiser un peu cette espèce d'activité mécanique de tous les jours. Et on peut y arriver. Je voulais vous dire une dernière chose. Il va falloir trouver des forces vives. Vous allez dire tiens, je vais me lancer là-dedans. Bon, très bien. Il va falloir trouver des amis qui sont qui sont intéressés par le sujet. Il y en a plein. En fait, quand vous allez poser des questions autour de vous, vous allez dire qui est intéressé par l'écologie. C'est assez à la mode. Donc finalement, il y a pas mal de gens qui vont dire moi, je veux bien t'aider, etc. Donc ça, c'est très bien. Ces gens-là, il faut absolument les garder auprès de vous et les faire travailler. Il va falloir aller voir tout le monde. D'accord ? Parce qu'en fait, si vous êtes tout seul dans votre petit coin à prêcher la bonne parole, ça ne marchera jamais. Donc ça veut dire qu'il faut aller voir le chirurgien, la cadre, l'infirmier, la SH, le brancardier, tout le monde. Voilà, l'interne, vraiment, on ne peut pas se limiter. Donc il va falloir vraiment apprendre à communiquer, aller parler à plein de gens pour que ça puisse avancer. Donc là, je ne sais pas s'il y a tous les déchets qu'il y a dans un bloc, mais il y en a quand même une bonne partie. J'ai dû en oublier, mais il y a beaucoup de choses. Donc vous avez en haut à gauche les fameux DASRI, là, ces déchets à risque infectieux. Les déchets, on va dire standards, c'est la poubelle grise qui est là. Le plastique, bouteilles d'eau, flacons, carton, beaucoup de cartons, il y a beaucoup de livraisons, il y a beaucoup de matériel. Le verre, qui a une particularité, c'est d'être du verre médical, donc qui ne peut pas être traité comme les bouteilles de verre que vous avez à la maison. Les métaux. Les métaux, vous avez en bas quelques exemples. Donc les métaux, c'est le matériel chirurgical, les lames de laryngoscope, les fils de bistouri, il y a du cuivre là-dedans, les lames des bistouris, par exemple, les gaz halogénés, qui sont aussi une forme de déchet, okay. Le papier, bien sûr, les piles, etc. Donc vous voyez qu'en fait, quand on commence à regarder ce qu'on peut trier, il y a beaucoup de choses. Alors la première chose, c'est pas très fun, mais on n'a pas le choix. Ça va commencer par déjà mieux trier les déchets de base. D'accord ? Donc vous ne connaissez pas forcément ces deux acronymes DAOM et DASRI. DAOM, ça veut dire quoi ? C'est déchets assimilés aux ordures ménagères. Donc c'est les déchets de soins, mais qui ont un traitement qui est proche de celui des ordures ménagères, c'est-à-dire de ce qu'on produit à la maison. Et les DASRI, déchets associés aux soins à risque infectieux, c'est donc ces déchets qu'on met dans les poubelles jaunes, que vous avez en général bien identifiés, qui vont être incinérés, qui ont un coût de traitement beaucoup plus cher. Alors ça aussi, là je vous ai mis des prix qui sont dans le petit guide du développement durable. À la PHM, on nous donne des prix qui sont de l'ordre de 3 à 4 fois plus chers. Il y a une différence de 3 à 4 entre les deux, donc c'est un peu moins que ça. Ça dépend des villes, ça dépend des endroits. L'idée, c'est de savoir que les poubelles jaunes, ça coûte beaucoup plus cher. Et comme c'est incinéré, ça va polluer aussi beaucoup plus, parce que ça fait plus d'émissions de CO2. Vous avez un objectif là, chiffré, 20-80. C'est peut-être un peu ambitieux pour un bloc opératoire. En tout cas, si on arrivait déjà à, 30-40% d'ASRI, on serait déjà très content. Et on n'est pas du tout là. On est plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que quand vous commencez à partir, je pense que si vous regardez dans vos services, vous allez être à 70-80% de sacs jaunes et 30% de sacs noirs. Donc il y a du boulot.
Comment on fait pour apprendre à trier? Je ne pense pas que dans vos études, on vous ait dit un jour, tiens, je vais t'apprendre comment on trie dans les poubelles. Moi, non. Bon, je suis un peu plus âgé que vous, mais bon, j'ai jamais fait ça. Après, ça s'est affiché partout, vous avez dû le voir, mais personne ne les lit jamais. Donc on jette à droite, à gauche, on ne sait pas trop. Donc la seule façon, c'est de former les gens. Donc on a on a refait une formation pour tout le personnel du bloc, les infirmières, les AS. Là, les internes qui viennent d'arriver ont aussi une formation au tri. C'est des formations institutionnelles, c'est-à-dire que c'est à Marseille, en tout cas, la PHM qui propose ces formations pour que tout le personnel soit formé à mieux trier. Donc vous avez là-dessus, donc tout, en détail, ce qui doit être dans chacune des poubelles. Et ce qui est important là-dedans, c'est que c'est fait par le clin local et ça peut être différent d'une ville à l'autre. D'accord ? Donc c'est important aussi de se référer à ce qui est dans votre bloc. Donc c'est vrai que c'est pas rigolo ça, mais ça va être la base. Et pourquoi c'est important ? Parce que comme ça coûte plus cher le DASRI, si vous allez voir le responsable des déchets dans votre établissement et que vous lui dites voilà, moi j'aimerais bien trier le plastique, trier le métal, etc., il va vous dire eh ben, la première chose que vous allez commencer à faire, c'est baisser votre taux de DASRI. D'abord parce que c'est comme ça qu'il faut travailler, et deux parce que si vous avez de l'argent, vous récupérez de l'argent en baissant votre filière DASRI, ben peut-être qu'on pourra vous donner de l'argent pour faire autre chose. C'est comme ça qu'ils négocient globalement. Donc on est obligé de commencer par ça. C'est simple. Comment on fait? Alors, on fait les formations dont je vous ai parlé. On fait des petits ateliers. Donc, on a fait une semaine du tri au bloc. Donc, ça, c'est un jeu que j'ai trouvé sur le site de la Cité de l'Industrie. Mais on l'a fait en vrai. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, voilà, pendant une semaine, on va trier les poubelles ensemble. On prend une poubelle au hasard et on fait ensemble et on trie et on regarde. On met des gants et on voit ce qui est dans la bonne poubelle. Voilà, donc on a fait ça pendant une semaine. Donc, les gens sont un peu mobilisés. Il faut repenser l'organisation du bloc. Donc, ça, c'est une photo que je n'ai pas prise moi. Mais quand vous regardez, il n'y a que des sacs jaunes partout. Voilà. Donc, parce qu'à partir du moment où on rentre dans un bloc opératoire, on met du jaune partout. En fait, c'est probablement pas une bonne solution. C'est pas parce que quelque chose a touché le patient, c'est pas souillé, hein, la peau du patient elle est pas sale, donc c'est pas parce que ça a touché le patient que ça doit être dans le sac jaune. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut refaire. Et donc il va falloir, pour que ça marche, réfléchir avec le personnel. C'est-à-dire qu'on va dire avec Ozibot, voilà, où est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre une poubelle noire plutôt qu'une poubelle jaune? À quel endroit tu penses que c'est mieux pour toi, pour travailler? Si je la mets là, si vous les mettez n'importe où, elles les utiliseront pas. Elles mettront tout dans le jaune. Donc il va falloir repenser l'organisation pour que ça puisse marcher. Bon, ça c'est un petit début, c'est en réa, c'est pas au bloc, j'ai pas eu les chiffres du bloc, j'ai pas réussi à les avoir à temps. On a fait la même chose en réa. Et ça, c'était même avant les formations institutionnelles. C'est-à-dire que le simple fait qu'on commence à dire aux gens, voilà, on a un projet de développement durable, on veut baisser les déchets, etc. On a fait un groupe de travail, on a commencé à faire un peu d'affichage et à stimuler un peu les gens. On a vu le taux de DASRI qui a baissé. Voilà, juste en faisant ça. Donc là, on a fait les formations en octobre, ça devrait encore baisser. Mais donc, ça peut marcher assez facilement. Alors, il y a des choses très simples à l'hôpital qu'on peut faire. On a vu dans les déchets, bon, le papier, je ne vous apprends rien, c'est recyclable. Vous devez avoir dans vos blocs, vous avez déjà dû voir ce genre de dispositif à l'hôpital. Ça, c'est ce que l'institution met à notre disposition. Mais il faut que ça arrive dans la boîte. Donc pour que ça arrive dans la boîte, ça veut dire qu'il faut repenser aussi. Il faut dire à côté de chaque imprimante, dans des endroits, il faut trouver les endroits stratégiques. D'accord ? Et de dire, vous allez mettre le papier là, et après on va trouver les personnes qui vont mettre le papier dans cette boîte. Si vous ne communiquez pas, personne ne le fera. Si ce n'est pas à l'endroit stratégique, personne ne le fera non plus. Si une ASH qui doit aller vider une poubelle, elle doit faire 500 mètres supplémentaires pour aller dans une poubelle à l'autre bout du service, elle n'ira jamais. Donc il faut le mettre à un endroit auquel elle peut accéder facilement. Donc le papier, c'est très simple. Le carton, c'est énorme. Les quantités de carton qui sont à l'hôpital, c'est très très important. Donc, il y a les gros cartons, là, les cartons marrons, et puis ce qu'on appelle les petits cartons, c'est tous les petits cartons dans lesquels on range les compresses, les médicaments. En fait, il y en a des tonnes dans un bloc, il y a tellement de matériel qu'il y en a partout. Donc, dans la plupart des hôpitaux maintenant, il y a des filières pour les cartons. Donc là, c'est pareil, il va falloir, dans vos blocs, dans vos structures, trouver des endroits où vous allez disposer des bacs, des sacs, je ne sais pas comment il faut faire. Je vais vous montrer ce qu'on a fait nous, pour pouvoir mettre à disposition du personnel. L'hôpital ne fera rien, en tout cas,
actuellement, la PHM, on nous propose rien comme contenant. Par exemple, on vous dit pas, ben voilà, pour vos cartons, on va vous donner, etc. Comme c'est fait dans les villes. Hein, vous n'avez pas de conteneur particulier, donc il faut se débrouiller tout seul. Donc là, vous avez deux exemples. Le premier, c'est la radiologie à Nord. Ils ont pris des vieux contenants pour mettre des draps, et puis là, ils ont fait leur petit truc de tri. Nous, on a peint des poubelles en verre. On en est là, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre que ça. Donc on a peint les poubelles, on a marqué carton, et c'est comme ça qu'on trie les cartons. Donc il faut se lancer, hein, sinon il ne se passera rien. En réa, on a fait la même chose, le vert pour les cartons, le jaune pour les déchets non recyclables et le bleu pour les bouteilles en plastique. Voilà, par exemple. Donc ça, vous pouvez le faire avec vos petites mains. On a essayé de faire ça dans la salle d'attente. Alors là, vous voyez, quand c'est pas bien organisé, donc la filière carton, bouteille, c'est organisé à l'hôpital. On a voulu, nous, faire ça aussi dans la salle d'attente de l'AREA. Donc, on a fait nous-mêmes, avec des boîtes, etc., pour que les familles des patients qui viennent soient aussi... D'abord, ça faisait un peu de pub. On disait, voilà, regardez dans le service, on fait un peu d'écologie. On a voulu récupérer les canettes. Et on s'est dit, les canettes, il n'y a pas de filière, on va les emmener nous-mêmes au recyclage. On ne l'a pas fait assez souvent, donc on a été envahi par les fourmis. Donc... C'est rigolo, mais en même temps, ça veut dire que si c'est pas fait correctement par l'institution, quand vous faites les trucs avec vos petits moyens, bah, en fait, ça marche pas très très bien toujours. Donc il faut avoir des objectifs assez limités et faire quand même un petit peu attention à ce qu'on fait. Alors, les bouteilles d'eau, comme on a fait, on a incité les gens à avoir des gourdes, bon, ça c'est comme partout, et la PHM a offert aux internes, vous avez peut-être eu, des gourdes là ce semestre pour limiter les bouteilles d'eau. L'autre possibilité, c'est d'installer des fontaines à eau. Donc ça, il faut, en accord avec le client, trouver un point d'eau avec de l'eau qui est potable, avec des relevés d'eau réguliers, etc., pour qu'il y ait des fontaines à eau dans plusieurs points. Ça, c'est possible. Nous, on est en attente d'une au bloc opératoire. Pour l'instant, c'est en attente. Donc, on essaye donc de réduire. On recycle les bouteilles qu'on a réussi à collecter. Vous voyez que là aussi, c'est un autre bac, c'est une de nos aides-soignantes, une de nos ASH qui nous a fait un peu de peinture. Et pour les malades de l'AREA, on est revenu à des brocs, à des carafes, pour éviter les bouteilles d'eau. Voilà, des petites choses. Le plastique, c'est pas que les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, c'est finalement pas grand-chose. Si vous regardez les réserves d'un bloc, il y a du plastique partout. On ne l'enlèvera pas, hein, le plastique. On ne va pas commencer à perfuser avec des flacons en verre comme avant. Je pense qu'on ne fera jamais ça. Donc il y a des choses pour lesquelles il faut faire avec. Il y a plein de plastiques différents. Sur la partie gauche de la diapo, c'est des plastiques qui sont peu recyclables. Donc c'est tous les flacons de perfusion, etc. Donc là-dessus, on ne fera pas grand-chose. Il y a tout le reste, tous les flacons, par exemple de savon. J'en ai mis deux exemples, mais il y en a plein d'autres. À l'hôpital Nord, voilà, rien qu'en une année, c'est 30 000 flacons. Juste les savons. Donc si vous l'utilisez partout les hôpitaux, ça fait des montagnes. Ça, c'est parfaitement recyclable. Ce type de plastique, c'est la même chose que le plastique des bouteilles de lait, par exemple. Voilà, plastique blanc comme ça. Donc c'est très facile à recycler, finalement. Mais il n'y a pas de filière, par exemple, dans l'hôpital. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de filière plastique. Donc là, c'est très difficile à créer. Ce n'est pas à moi de le faire, ça c'est à la PHM de le faire. Et donc, pour l'instant, on ne peut rien en faire. Voilà. Sinon, les prendre pour les ramener à la maison, on n'a pas vraiment le droit de faire ça. Hein. C'est des déchets hospitaliers. L'hôpital est responsable de ces déchets. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. S'il y a des problèmes de contamination, l'hôpital ne peut pas être responsable si vous emmenez les déchets ailleurs. Si les gens ne sont pas motivés par l'écologie, autour de vous, vous voyez qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, moi, ça me casse les pieds, je ne vais pas commencer à m'occuper de ça, de toute façon, j'y crois pas, etc. » On peut essayer de motiver les gens par d'autres biais. Il y a des équipes qui ont fait ça et on peut rejoindre ces associations. Donc ça, c'est collecte de bouchons. Si par exemple dans votre hôpital, il n'y a pas de tri de bouteilles, mais on peut récolter les bouchons. Il y a des associations qui les revendent à des recycleurs et avec les fonds permettent d'acheter par exemple du matériel pour des personnes handicapées. Il y a une autre association dont on a beaucoup parlé à l'ASFAR cette année aussi, c'est les petits doudous. Donc ils ont fait la même chose là, c'est du personnel du bloc, c'est une infirmière de Rennes, elle a fait ça en 2011. Elle s'est dit je vais trouver une façon d'améliorer le confort des enfants, c'était en pédiatrie. Hein, donc elle voulait que ce soit plus calme, etc. Donc ils ont réussi à obtenir donc, des doudous qui étaient offerts à tous les enfants qui arrivaient dans le bloc. Et puis aussi, en consultation d'anesthésie, on leur montrait les masques, on leur faisait coller des gommettes pour qu'ils soient moins stressés quand ils arrivent au bloc opératoire. Ils ont développé aussi un logiciel avec un jeu vidéo sur une tablette qu'on donne aux enfants quand ils arrivent dans le bloc. Donc ils ont fait plein de trucs. Et avec quel argent ils ont fait ça? Ils ont recyclé les métaux du bloc. Donc les lames de laryngos, c'est de l'inox. Le cuivre des câbles de bistouri, les emballages des fils de suture.
Donc ça se recycle aussi. C'est de l'aluminium. Donc avec ça, ils ont réussi. Le problème de ça, c'est que donc il n'y a pas d'antenne à Marseille, si ça vous intéresse. Le problème de ça, c'est qu'il faut trouver soi-même le ferrailleur qui va reprendre les déchets. Et il faut les emmener soi-même. Donc ça veut dire qu'il faut aller avec sa petite voiture, emmener le truc chez le ferrailleur. Donc ça demande vraiment des gens motivés. Et il faut un partenariat avec l'hôpital. Il y a une équipe de Bordeaux qui a essayé de faire ça, sans passer vraiment par la filière « je préviens l'hôpital, je fais quelque chose de structuré ». Et l'hôpital s'est retourné contre eux en disant « vous n'avez pas le droit de faire ça, d'aller vendre du matériel qui est à l'hôpital. Il y a des risques infectieux, etc. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi ». Si on veut réduire, donc là on parle de recycler, si on veut réduire, il faut quand même savoir sur quoi on peut jouer. Donc l'usage unique, le suremballage et ce que les anglo-saxons appellent l'overage, c'est-à-dire ce qui est ouvert et non utilisé. Et il y en a quand même pas mal, à la fois du matériel chirurgical et en anesthésie aussi des médicaments qu'on prépare et qui finalement ne sont pas utilisés. Quand on regarde un peu comment ça se passe, donc, la plupart des déchets sont produits avant que le patient rentre, c'est-à-dire qu'en fait c'est tout ce qu'on prépare, c'est tout ce qu'on ouvre avant même que le patient soit là. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir. C'est pas une fois que le patient est là, qu'il y a du sang partout, finalement c'est pas là, c'est 3 compresses qu'on va mal trier, c'est pas le problème. C'est avant, quand on prépare tout, quand tout est propre. Le gros des déchets, ça va être produit par l'opération elle-même, c'est-à-dire par la chirurgie. L'anesthésie, c'est une partie, évidemment, c'est pas négligeable du tout, mais c'est quand même beaucoup de matériel chirurgical. Donc si vous voulez faire un truc d'ampleur dans un bloc, il faut absolument que les chirurgiens participent, que les IBOD, que toutes les infirmières qui sont du côté chirurgie participent, sinon vous n'allez rien faire du tout. Si vous faites que ça du côté de l'anesthésie, ça va pas être très important. Il faut vraiment que tout le monde participe. Une des pistes qui est proposée, on est en train de réfléchir à ça à l'hôpital Nord, c'est de faire des packs à thème, c'est proposé dans le guide du développement durable, pour une intervention. Donc un pack celluloscopie, un pack pour la PTH par exemple. Ça doit être fait par qui ça? Par les fabricants, donc par les industriels. Il faut leur demander, ça existe pour l'instant pour les voies centrales, par exemple en Réa on a ça. Et ça permet de diminuer de plus de 80% les emballages, parce que plus que vous avez plein d'emballages individuels, c'est un seul gros emballage et il y a tout dedans. Donc ça c'est une des techniques qui peut permettre de faire réduire drastiquement les déchets, mais ça demande une coopération avec la pharmacie, des centrales d'achat, et ça, ce n'est pas les choses que vous allez faire au quotidien. Mais c'est ça qui pourrait baisser de façon drastique les emballages, et pas finalement nos petits tris de carton. Je pense que l'avenir, c'est plutôt ça, mais malheureusement, là, ça vient d'en haut. Il y a des gens qui ont essayé de faire des petits trucs, par exemple, pour vous dire jusqu'où les gens sont prêts à aller, quand même, ils sont repassés à des lames chirurgicales, réutilisables. Donc ils utilisent 2-3 fois, ils les stérilisent avec le matériel et ça fait moins d'emballage, moins de manches de plastique. Ils ont réduit leur prix en plus en faisant ça. Donc ils ont fait ça dans un bloc d'orthopédie. Donc vous voyez qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire dans un bloc opératoire. Les gants, par exemple, c'est comme des sacs plastiques en fait les gants. Hein. Donc c'est très polluant. Quand on regarde l'empreinte carbone, c'est juste en dessous les sacs plastiques. Il y a plein de sortes de gants. Alors on ne va pas rentrer sur un débat, est-ce qu'il faut faire des gants en nitrile, en PVC, ce n'est pas le problème. Le fait d'avoir des emballages aussi mal conçus, avec des ouvertures toutes petites, fait qu'il y a 6% des gants qui tombent par terre et qui sont jetés parce qu'on ne les utilise pas, parce qu'en fait quand vous le prenez, ça tombe, par exemple. Donc ça c'est des détails, mais si on avait dans un appel d'offres un cahier des charges plus précis, peut-être qu'on pourrait faire des choses comme ça. Le linge, si vous avez la chance, nous on a encore la chance d'avoir des tenues tissus, eh ben, je vous conseille de vous battre pour les garder. D'abord c'est beaucoup plus confortable, ça je pense que vous êtes convaincus, et 2, ça pollue beaucoup moins que les tonnes d'emballage qu'on génère, le papier qu'on jette, le suremballage plastique sur chaque tenue en papier qu'on a, c'est des quantités importantes. Et en plus quand c'est repensé dans une démarche de développement durable, on peut recycler le tissu quand il est utilisé, fabriquer des tissus non pas au coton mais en bouteilles recyclées. Il y a plein de choses à faire si on veut essayer de diminuer encore l'empreinte de ça. Donc vous voyez que ça fait déjà quand même pas mal de choses. Un petit mot sur les gaz anesthésiques, on en parle aussi de temps en temps. Donc, ils sont considérés comme des polluants de l'atmosphère. Pourquoi? Parce que ce sont des gaz qui ont, notamment pour les halogénés, le desflurane, un potentiel sur le réchauffement climatique, même si, comparé à d'autres activités humaines, la part de l'anesthésie dans tout ça, elle est relativement faible. La part du protoxyde d'azote est non négligeable. Le protoxyde d'azote, il n'est pas
produit uniquement par l'anesthésie, hein, c'est aussi par des engrais pour l'agriculture, les déjections animales. Donc l'anesthésie, c'est 1%, mais 1%, c'est pas rien. Vous savez que les gaz, quand ils sont produits, évacués, par la prise SEGA que vous connaissez dans les blocs opératoires, ça part dans l'atmosphère. Il n'y a pas de retraitement en fait, de ces gaz-là. Donc ça part dans l'air. Donc c'est pour ça que ça pollue. Et donc si on fait une classification entre la durée de vie du gaz dans l'atmosphère et sa toxicité propre, le gaz qui est considéré comme le plus polluant, c'est le desflurane. Puis le proto, puis le CEVO. Et si vous associez le CEVO et le proto, on augmente l'empreinte carbone du CEVO avec un facteur 6. Donc la question qui vient après, c'est est-ce qu'il faut continuer à faire du proto, par exemple, dans les blocs opératoires? Donc là, ce n'est pas l'objet de mon intervention de vous parler de ça, mais sachez que, rapport bénéfice-risque, il faut quand même réfléchir, est-ce qu'il faut continuer à l'utiliser? Il y a des blocs opératoires qui ont décidé de ne plus l'utiliser, parce que finalement, il y a d'autres alternatives, et que c'est peut-être pas si indispensable que ça. CHU de Bordeaux, ils ont refait leur CHU, ils n'ont pas mis de proto dans les blocs. Voilà, 0 proto. Et à Gustave Roussy, à Villejuif, ils ont réinvesti dans des nouveaux ventilateurs où il n'y a pas de proto non plus. Il y a encore les accès, mais ils ne s'en servent pas. Ils ont fait un sondage dans le bloc. Finalement, tout le monde a dit « OK, on arrête ». Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc ça, il faut réfléchir à ça. Si donc, vous avez arrêté le proto, il vous reste quand même vos halogénés. On ne va pas quand même arrêter complètement. C'est pas l'objectif. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors là, moi, je ne veux pas vous dire faites ci ou ça. Il y a d'autres composantes dans votre réflexion hein, sur les propriétés des gaz, etc. Sachez que voilà, s'il y en a un qui est plus polluant que l'autre, c'est plutôt le desflurane. Donc peut-être que quand vous avez le choix entre les deux pour une intervention, peut-être que c'est le CEVO qu'il faut utiliser. En tout cas, c'est dans cette démarche-là. L'autre façon d'économiser beaucoup la quantité de gaz, c'est de diminuer le débit de gaz frais. Donc ça, c'est quelque chose qui est recommandé pour le prix et pour la pollution. La pollution, hein, c'est important aussi pour les gaz, c'est la pollution de la salle dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire que ce que vous respirez, et après la pollution dans l'atmosphère. Mais donc, c'est pas négligeable. Voilà. L'autre façon, c'est de s'équiper de ventilateurs qui font de l'anesthésie inhalée, objectif de concentration, qui permet aussi de diminuer les concentrations. Donc ça, c'est tout l'intérêt d'avoir du matériel neuf. Il y a des industriels, c'est disponible au Canada, qui développent, c'est ce que le Deltasorb, là, c'est un dispositif qui permet de réaspirer ces gaz et de les traiter pour pas qu'ils soient rejetés dans l'atmosphère. Pour l'instant, ça n'existe pas en France. Et l'autre, vous allez me dire, mais alors pourquoi on fait encore des gaz? On n'a qu'à faire que de l'IV finalement, pourquoi pas? Bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, sachez que ça pollue aussi. Hein. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas de miracle. Vous allez avoir du coup des seringues et vous allez avoir des produits, notamment le propofol, c'est rejeté dans les eaux et ça pollue aussi. Donc on polluera toujours, hein, on ne peut pas complètement arrêter, mais il faut que vous sachiez un petit peu ce qui se passe entre les deux. Si vous voulez rigoler un peu au bloc opératoire et vous amuser, il y a une appli qui existe et vous faites vos mélanges, vous mettez le DES, le CEVO, de l'oxygène pur, du proto et ça vous calcule vos émissions pour une anesthésie. Donc vous pouvez jouer un petit peu. Voilà, mais vous le savez hein, globalement ce que je vous ai dit. Voilà, donc il y a des choses à faire, beaucoup de choses. On peut y arriver. Il y a beaucoup d'obstacles aussi, malheureusement. Donc, on a les institutions qui, pour l'instant, ne sont pas dans une dynamique voie à court terme sur le fait que voilà, ça a une filière, développer une filière pour le tri du plastique, ça va coûter de l'argent, c'est vrai, mais il faudrait voir un peu plus, de façon un peu plus globale. Ça, malheureusement, pour l'instant, on a du mal à les faire changer. Les équipes sont motivées de façon variable. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où vous sentez un élan, où tout le monde est motivé, puis ça retombe. Donc il faut essayer de garder. Il n'y a pas de sanction pour les établissements, donc c'est vrai que pour l'instant, tant qu'ils ne sont pas obligés, ils ne vont pas se bouger. On n'est pas formé pour ça. Voilà, les gens ne sont pas formés, ils n'ont pas idée en fait, de ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de moyens donnés. Vous avez vu que c'est beaucoup de débrouille avec des choses qu'on a sur place. Et puis il y a ce problème de responsabilité qui fait qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu qu'il fallait essayer de faire un effort là-dessus. Je ne pense pas que tout soit parfait, tout ne va pas très bien. Je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie l'équipe qui m'a aidé aussi sur ce projet. Voilà.